Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Imaginez-vous dans une ville de 2 millions d'habitants. Il est minuit. Les rues sont calmes. Ce genre de calme qu'on n'obtient qu'aux heures mortes entre le dernier appel à la prière et la première lumière de l'aube. Et puis, sans le moindre avertissement, sans qu'aucun son n'arrive avant, le ciel ne s'illumine pas seulement, il devient blanc d'os. Pas orange, pas jaune, blanc d'os. Un genre de blanc qui n'a rien à faire à minuit. Un genre de blanc qui fait court-circuiter le cerveau parce qu'il lui dit qu'il est midi alors que tous les autres signaux du corps disent qu'il est au milieu de la nuit. Pour quiconque se trouvait dans un rayon de 100 miles autour d'Ispahan en Iran, dans la nuit du 30 mars 2026, le soleil s'est levé avec 3 heures d'avance. Et il ne s'est pas levé à l'est, il s'est levé partout à la fois depuis un endroit situé sous le sol du désert. Ce n'était pas une fusée éclairante, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un dysfonctionnement quelconque. Ce que les 2 millions d'habitants d'Ispahan ont vécu dans cet unique éclair aveuglant, blanc d'os, a été la note d'ouverture d'un roulement de dévastation de 4 heures qui allait changer le visage de la guerre Iran de 2026, réécrire la doctrine de la fortification militaire souterraine et laisser des physiciens nucléaires, des experts du contrôle des armements et des analystes géopolitiques débattre de conséquences qui continuent encore de se déployer. C'est l'histoire de la réaction en chaîne d'Ispahan. Pour la comprendre, je dois revenir au moment où tout a commencé, non pas avec une bombe, mais avec une publication. Dans la nuit du Tortima, Donald Trump se connecte à Truth Social. Aucun communiqué de presse, aucune allocution en heure de grande écoute, aucune déclaration soigneusement coordonnée du département d'État. Il publie, tout simplement. Et ce qu'il publie, c'est une vidéo. Des images brutes, sans légende, sans explication, sans contexte. Juste les images. Pas de point de presse, pas de contexte. Juste l'école de la politique étrangère par bouton publié qui nous rejoue encore un numéro de fin de soirée. Et ces images montrent quelque chose que le langage a réellement du mal à décrire. Une séquence d'explosions secondaires si massives, si continues, si violentes, qu'elles sont clairement visibles à 100 km de distance. Ce ne sont pas de petits éclatements. Ce n'est pas la signature standard d'une frappe de précision suivie d'un incendie maîtrisé. Ce sont d'énormes détonations roulantes, en cascade, chacune déclenchant la suivante, chaque boule de feu donnant naissance à la suivante. Une chaîne de destruction qui s'étire pendant de longues minutes dans les images brutes. Le ciel au-dessus d'Ispahan reste orange. Il reste lumineux. Il refuse de s'assombrir. Le monde regarde cette vidéo, la rejoue, zoome, essaye de comprendre ce qu'il voit. Et Trump ne dit rien. Le silence est le message. Parce que pendant que le monde reste fasciné par ce ciel orange, pendant que les caméras sont braquées vers le haut sur la boule de feu, la véritable histoire, celle qui compte sur les plans stratégiques, géopolitiques et potentiellement en matière de sécurité nucléaire mondiale, se déroule à 30e sous terre. Quand le service de presse s'efface, la publication sur les réseaux sociaux commence à se prendre pour la politique étrangère. L'histoire de surface et l'histoire souterraine sont deux récits complètement différents, et il faut les deux pour comprendre tout le poids de ce qui s'est produit cette nuit-là. Je veux commencer par l'armement, parce que les armes utilisées dans cette frappe n'ont pas été choisies au hasard, et elles n'étaient pas de dotation standard. Le Pentagone a fini par confirmer ce que les analystes soupçonnaient déjà à partir des images. Les bombardiers américains n'ont pas largué des munitions conventionnelles sur Ispahan. Ils ont largué un grand volume de bombes anti-bunker de 2000 livres. Plus précisément, le genre de munitions pénétrantes représenté par la GBU 3-1, qui n'est pas un engin explosif standard et ne se comporte pas comme tel. Ce qui compte, c'est ce qu'est réellement une bombe anti-bunker, mécaniquement, physiquement, comme pièce d'ingénierie. Ce n'est pas une bombe conçue pour exploser à l'impact. C'est un pieu d'acier trempé de 97 kg, un pénétrateur de précision conçu pour percer des mètres de béton armé et de roches solides, avant même que la fusée n'envisage de se déclencher. Ces armes n'explosent pas quand elles frappent la surface, elles traversent la surface, elles traversent plusieurs couches de béton, elles traversent la roche. Elles descendent à une vitesse extrême, propulsées par leur propre masse et par la physique de l'impact initial. Et ce n'est qu'une fois arrivées à la profondeur pour laquelle elles ont été conçues que la fusée se déclenche enfin. Ces armes ne sont pas déployées contre une cible molle. Les armes conventionnelles les plus lourdes, les plus coûteuses et les plus finement conçues de tout l'arsenal militaire américain ne sont pas utilisées sur un bâtiment ou une installation à ciel ouvert. Elles sont utilisées lorsqu'il existe une certitude absolue que ce qui est visé est enterré, durci, renforcé, et précisément conçu pour survivre à tout ce qui ne serait pas une détonation souterraine directe. Le choix de l'arme est en soi un renseignement.
Il me dit tout ce que les États-Unis savaient de ce qui se trouvait sous Ispahan, avant même que le premier bombardier n'entre dans l'espace aérien iranien. Alors, qu'y avait-il exactement sous Ispahan? Officiellement, et c'est le terme qu'a employé le secrétaire à la défense Pete Hegseth dans les jours qui ont suivi la frappe, la cible a été décrite comme un dépôt de munitions. Cette formulation est techniquement exacte, de la même manière que décrire le Pentagone comme un immeuble de bureau est techniquement exact. Ce n'est pas faux, mais c'est tellement dramatiquement incomplet que cela fonctionne comme une forme de diversion. Ispahan n'est pas une ville iranienne parmi d'autres. Ispahan est le centre nerveux de tout le complexe militaro-industriel iranien. Et cela dure depuis des décennies. Qualifier cela de simple dépôt de munitions dégageait à peu près la même énergie que qualifier un ouragan de petite météo. Quand je regarde ce qui se trouve réellement dans Ispahan et autour d'Ispahan, l'ampleur de ce que les États-Unis visaient cette nuit-là apparaît avec netteté. Il y a la base aérienne militaire Khatami, l'une des installations aériennes les plus stratégiquement importantes du pays. Il y a des usines d'assemblage de missiles balistiques où les systèmes de missiles iraniens à moyenne et longue portée sont fabriqués et préparés pour le déploiement. Il y a des usines de conversion de l'uranium et des sites de fabrication de combustibles nucléaires. Et surtout, de la manière la plus critique, la plus déterminante, il y a ce que les analystes et les observateurs militaires régionaux en sont venus à appeler la ville souterraine de missiles. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. Sur plusieurs années, l'Iran s'est engagé dans un projet d'ingénierie énorme, méthodique, extraordinairement coûteux, en creusant un vaste réseau de tunnels et de bunkers durcis sous le sol désertique autour d'Ispahan. Pas seulement des tunnels d'entreposage, pas seulement un sous-sol ou un entrepôt, mais tout un système de forteresses souterraines conçu dès le départ, avec un objectif précis, être imperméable aux frappes aériennes conventionnelles. L'Iran a dépensé des milliards de dollars et des années d'efforts d'ingénierie pour s'assurer que ce qui se trouvait dans ces tunnels était à l'abri de tout ce que les États-Unis ou Israël pouvaient leur lancer depuis les airs. Toute la doctrine stratégique reposait sur le principe que si l'Iran descendait assez profondément sous terre, s'il renforçait assez ses parois, s'il durcissait assez ses bunkers, alors aucune arme conventionnelle ne pourrait l'atteindre. Le 30 mars 2026, cette doctrine s'est évaporée dans une réaction en chaîne de feu orange et blanc. Comme quoi la théorie voulant que le béton, la profondeur et l'assurance viennent avec la même garantie n'a pas tenu très longtemps. La signature visuelle de la frappe sur Ispahan était étrange, et toute personne ayant regardé les images assez longtemps l'aurait remarqué. Normalement, lorsqu'une installation militaire est frappée, il y a une séquence. Il y a l'explosion initiale, la frappe elle-même, qui produit la plus grande explosion. Ensuite, il peut y avoir des incendies secondaires, des détonations consécutives provenant de matériaux déjà présents dans la zone visée, puis éventuellement tout se calme. Les pompiers arrivent, ou le cordon militaire se met en place, et la situation est maîtrisée. C'est le schéma normal. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Ispahan. À Ispahan, les explosions ont continué, encore et encore, roulantes en cascade continue. Pendant 4 heures d'affilée, le ciel nocturne au-dessus d'Ispahan est resté orange. 4 heures. Pas 4 minutes, pas 40 minutes, 4 heures d'explosions secondaires continues, chacune assez importante pour être visible à très grande distance, chacune ajoutant du feu à un ciel qui refusait de s'éteindre. Les analystes ont un mot pour cela, une cascade. Et comprendre ce que signifie réellement une cascade dans ce contexte est la clé pour comprendre ce que la frappe a réellement révélé. Lorsqu'une bombe anti-bunker pénètre dans une zone de stockage et détonne, l'explosion initiale crée une onde de choc et une impulsion thermique qui ne détruisent pas seulement ce qu'elle touche directement. Cette chaleur et cette pression se propagent vers l'extérieur à travers le réseau de tunnels. Elles atteignent la pièce suivante où sont stockés des obus d'artillerie. Ces obus détonnent sous l'effet de la chaleur. L'explosion de ces obus crée davantage de pression, davantage de chaleur, qui se déplace dans le tunnel jusqu'à la chambre suivante où est stocké le propergol pour roquettes. Le propergol s'enflamme. Ce feu se propage à la section suivante où des composants de missiles assemblés attendent. Ces composants détonnent ou brûlent. Et chaque étape de cette cascade me dit quelque chose. Elle me dit ce qui était stocké là. Elle me dit en quelle quantité c'était là. Elle me dit l'agencement spatial de l'installation parce que la séquence et le timing des explosions correspondent directement à l'architecture des tunnels sous terre. Pour les analystes américains qui regardaient les images en temps réel, ces 4 heures de feu continu n'étaient pas seulement un résultat militaire. C'était un briefing de renseignement. La durée de la combustion, l'ampleur des explosions secondaires, le fait que cela ait duré 4 heures d'affilée, ont dit exactement aux États-Unis combien l'Iran avait accumulé dans ces tunnels.
4 heures de feu, c'est une catastrophe sur le terrain et un tableur anormalement généreux pour chaque analyste rentré à Washington. Ce n'était pas seulement un dépôt d'armes qui avait été frappé, c'était des années de puissance militaire accumulée. Des roquettes stockées, des missiles assemblés, des obus d'artillerie, du propergol, des composants, tout cela en train de partir en combustion en une seule nuit. Chaque minute pendant laquelle le ciel est resté orange a constitué un point de données supplémentaire sur l'ampleur de ce que l'Iran avait caché sous terre. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment lourde de conséquences. C'est ici qu'elle cesse d'être purement une histoire de frappe militaire conventionnelle et qu'elle commence à déborder vers un territoire qui alarme sincèrement les physiciens nucléaires. Pendant que le Pentagone répétait l'expression « dépôt de munitions » et que les caméras étaient braquées sur le ciel orange, un autre groupe d'analystes, de physiciens nucléaires, de responsables de l'AIEA, de spécialistes du contrôle des armements, regardait un autre ensemble de faits, et ce qu'ils voyaient était profondément troublant. Parce qu'Ispahan, ce n'est pas seulement des missiles et des roquettes. Ispahan se trouve au centre de toute l'infrastructure nucléaire iranienne. Les usines de conversion de l'uranium y sont, les installations de fabrication de combustible y sont, et avant même d'en arriver à la nuit de la frappe, il y a un élément de contexte sans lequel rien d'autre n'a de sens. Avant les frappes de 2025 contre les installations nucléaires iraniennes, la série précédente de frappes qui a précédé l'opération du 30 mars, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le chien de garde nucléaire mondial, a perdu la trace d'environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%. C'est une quantité extraordinaire de matière fissile dont on perd la trace. Pour le dire dans des termes concrets, 440 kg d'uranium enrichi à 60%, s'ils étaient poussés à un enrichissement de qualité militaire de 90%, représente assez de matière pour environ 5 ogives nucléaires. L'AIEA ne savait pas où elle se trouvait, les inspecteurs internationaux n'avaient pas les yeux dessus. Et en février 2026, l'imagerie satellite a raconté une histoire qui a soudain rendu la réponse à cette question très claire. Des analystes examinant des photos satellites commerciales du complexe de tunnels d'Ispahan ont remarqué quelque chose qui n'était pas là auparavant. L'Iran remblayait les entrées du réseau souterrain de tunnels. Il enterrait les points d'accès avec de la terre. Il scellait les tunnels depuis l'extérieur, ce qui veut dire qu'il scellait quelque chose à l'intérieur. Les 440 kg d'uranium enrichi dont l'AIEA avait perdu, la trace n'était plus portée disparue. Ils étaient sous terre. Ils se trouvaient dans ces tunnels. Et le gouvernement américain, avec son appareil de renseignement, sa couverture satellite, son renseignement d'origine électromagnétique et ses sources à l'intérieur de l'Iran, savait exactement dans quel tunnel il se trouvait. À ce stade-là, le loin des yeux, loin de l'esprit, faisait un travail stratégique bien plus grand qu'il n'aurait jamais dû en faire. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les frappes de bombes anti-bunker du 30 mars. La formule du dépôt de munitions est réelle. Il y avait bel et bien dans ces tunnels d'énormes quantités d'armes conventionnelles, et l'incendie de 4 heures l'a prouvé au-delà de tout doute. Mais les munitions conventionnelles n'étaient pas la seule chose qui s'y trouvait, et les États-Unis le savaient. Quand je regarde la frappe dans ce contexte, la logique stratégique devient à la fois plus claire et plus controversée, parce que les États-Unis n'opéraient pas avec un simple menu d'options. Il y avait essentiellement 2 choix sur la table, et aucun des deux n'était propre. La première option était une opération terrestre. Envoyer des forces, et on parle ici d'un déploiement important, potentiellement de plus d'1 millier de soldats. Établir des pistes d'atterrissage sous le feu, traverser les défenses iraniennes, descendre sous terre, trouver l'uranium et le retirer physiquement ou le détruire sur place. Cette option comporte un coût militaire énorme en vies humaines et en matériel, un coût politique énorme en termes d'image d'une invasion terrestre de l'Iran, et un risque opérationnel énorme, parce qu'elle demande à des soldats d'entrer dans un réseau de tunnels en territoire hostile pour manipuler des matières fissiles en conditions de combat. Même les faucons de télévision les plus bruyants baissent généralement le volume quand la partie des tunnels devient concrète. La deuxième option est ce que l'analyste israélien Ron Ben Yishai a décrit après la frappe comme un effort délibéré pour neutraliser le stock en le rendant définitivement inaccessible. En termes simples, les bombes anti-bunker sont utilisées non pas pour extraire l'uranium, mais pour faire s'effondrer le tunnel de manière si complète, si profonde, si totale, que personne ne puisse atteindre la matière. Pas l'Iran, personne. La matière est enterrée. Les tunnels eux-mêmes deviennent le contenant. Si l'uranium ne peut pas être retiré de l'équation, il est placé si profondément sous terre qu'il peut tout aussi bien ne plus exister.
Trump lui-même a abordé cette formulation dans une conversation avec CBS dans les jours qui ont suivi la frappe, en disant que la matière est maintenant, selon ses propres mots, profondément enterrée et plutôt en sécurité. Cela ressemblait moins à un cadre de contrôle des armements qu'à une mise à jour immobilière improvisée dans un point de presse mené à toute vitesse. Cette formule, profondément enterrée et plutôt en sécurité, est devenue presque immédiatement le centre d'un immense débat parmi les experts du contrôle des armements. Et pour une bonne raison. Avant d'aborder ce débat, il y a une préoccupation technique importante qui surgit naturellement. Si l'on bombarde une installation nucléaire, cela ne disperse-t-il pas de la radiation? N'est-ce pas précisément le scénario qui rend les sites nucléaires essentiellement intouchables dans une perspective militaire conventionnelle? La réponse, en ce qui concerne les matières précises en jeu, est plus nuancée que ne le suggère la réaction instinctive. L'hexafluorure d'uranium et les autres matières présentes dans le complexe d'Ispahan ne détonnent pas comme une arme nucléaire détonne à l'impact. Ils ne créent pas d'explosion nucléaire. Ce qu'ils font, si le confinement est percé, c'est se disperser. Ils se répandent. Ils se diffusent sous forme de particules ou de gaz, créant un risque radiologique plutôt qu'une détonation nucléaire. Et voici le point crucial. Plusieurs organes de presse, et surtout l'AIA elle-même, dans ses évaluations initiales, n'ont trouvé aucune preuve d'un rejet radiologique ou d'un danger radiologique issu de la frappe sur Ispahan. Cela renvoie à la signature visuelle évoquée plus tôt. Les boules de feu qui ont brûlé pendant 4 heures au-dessus d'Ispahan étaient chaudes et à combustion rapide, avec des caractéristiques visuelles précises compatibles avec du propergol de roquettes et des explosifs puissants d'artillerie, et non avec une fuite de matière nucléaire ou un feu de combustible fissile, qui brûle autrement et produit une signature nettement différente. Pour une fois, ce qu'il y avait de plus brûlant en circulation, c'était encore la communication. La théorie de travail parmi les analystes est que les États-Unis ont réussi à séquencer les frappes avec assez de précision pour faire détonner les armes conventionnelles stockées dans les couches supérieures du complexe de Tanners. Les munitions, le propergol et les roquettes, avec assez de force pour faire s'effondrer les tunnels situés en dessous, ces lances qui se trouvaient dans les chambres plus profondes sous des milliers de tonnes de roches et de gravats sans percer le confinement des matières nucléaires. Que ce soit réellement ce qui s'est passé, que le séquencement ait été à ce point précis et que le confinement soit réellement intact sont autant de questions qui demeurent véritablement ouvertes. Mais l'absence de preuves radiologiques dans l'immédiat après-coup constitue un point de données important et significatif. Le contexte diplomatique compte maintenant parce que la frappe sur Ispahan ne s'est pas produite dans le vide. Elle s'est produite la même nuit où les pourparlers à Islamabad entre négociateurs américains et iraniens s'effondraient, et le timing n'avait rien d'une coïncidence. J.D. Vance a rendu la position américaine parfaitement claire dans la période précédant ces pourparlers et tout au long du processus de négociation. Les États-Unis voulaient un accord à enrichissement zéro. Pas un enrichissement réduit, pas un enrichissement surveillé, zéro. Pas seulement un engagement à cesser d'enrichir. Le retrait physique du stock existant hors du territoire iranien, l'élimination de la matière fissile accumulée pendant des années. La réponse de l'Iran a été tout aussi claire, et elle ne laissait guère de place à l'interprétation. Cet uranium est à nous, et il reste dans les tunnels. La diplomatie en était arrivée au point où les deux parties se disputaient en gros à travers du béton armé. Il s'agissait de 2 positions de négociation impossibles à concilier par la diplomatie, 2 lignes rouges qui ne pouvaient pas se chevaucher. 2 gouvernements qui avaient atteint la limite absolue de ce que des mots pouvaient accomplir dans une salle de conférence à Islamabad. La frappe sur Ispahan a été le point d'exclamation au bout de cette réunion ratée. Ce n'était pas une opération militaire aléatoire. C'était un message livré dans le feu et les explosions secondaires sous un ciel qui a brûlé pendant 4 heures. Si vous ne voulez pas l'abandonner volontairement, nous ferons en sorte que vous ne puissiez pas l'utiliser. Nous rendrons sans importance la question de savoir à qui cela appartient en le rendant définitivement inaccessible à tout le monde, y compris à vous. Voilà la logique stratégique, voilà le signal qui était envoyé. C'était le genre de message affectionné par des mouvements politiques qui confondent souvent l'escalade avec la clarté. Que ce signal ait produit l'effet recherché, et que la méthode employée pour l'envoyer ait été judicieuse, sont 2 questions distinctes. Les experts du contrôle des armements n'ont pas été particulièrement rassurés par la formule profondément enterrée et plutôt en sécurité, et ce scepticisme mérite d'être pris au sérieux parce qu'il reflète un problème réel et non résolu au cœur de la stratégie d'Ispahan. La préoccupation est simple. Plutôt en sécurité et profondément enterrée, ce n'est pas la même chose que vérifiablement disparue. Lorsqu'une arme nucléaire est démantelée dans le cadre d'un accord formel, le genre de processus qui s'est produit avec divers stocks au fil des décennies, il y a des inspecteurs.
il y a une vérification. Il y a des mesures, des inventaires et des documents de chaîne de possession. La communauté internationale a un certain niveau de confiance dans le fait que ce qui devait être détruit l'a réellement été. L'approche d'Ispahan n'offre rien de cela. L'uranium est enterré. L'AIA ne peut pas entrer dans ces tunnels. Les inspecteurs ne peuvent pas vérifier l'état de la matière ni son confinement. Faites-nous confiance, c'est quelque part sous toute cette roche ne correspond pas habituellement à l'étalon or du réconfort nucléaire. Et si l'effondrement du tunnel n'a pas été assez complet, s'il existe des sections du réseau qui sont restées intactes, si le saut de terre et de roche n'est pas aussi profond que prévu, si l'ingénierie de l'effondrement a laissé des voies d'accès qui ne sont pas immédiatement visibles depuis la surface, alors ce qui s'est produit n'est pas la destruction d'un stock nucléaire. Ce qui s'est produit, c'est son déplacement sous terre et la création d'une cible d'excavation potentielle pour l'Iran. Une fois que la situation militaire change, que la fumée se dissipe, que la pression internationale s'allège, le creusage commence. L'équipement de forage arrive. La matière enterrée est récupérée. Et le même problème réapparaît, sauf que maintenant la matière est plus profonde, que le travail de creusement a déjà été effectué par les Iraniens eux-mêmes, et que le régime d'inspection internationale qui aurait pu détecter une tentative de reconstitution est encore plus dégradé qu'il ne l'était auparavant. Ce n'est pas une préoccupation marginale. C'est la question stratégique centrale qui plane sur l'ensemble de l'opération d'Ispahan, et elle n'a pas de réponse simple. Alors, qu'a réellement accompli la réaction en chaîne d'Ispahan en termes concrets et mesurables? Parce qu'au-dessous de toute cette ambiguïté stratégique et de ces questions nucléaires sans réponse, il y a des résultats militaires concrets qui méritent d'être exposés clairement et évalués honnêtement. Les résultats doivent être exposés avec précision, à la fois ceux qui sont certains et ceux qui demeurent réellement contestés. Premièrement, en termes d'impact militaire conventionnel, le résultat est sans ambiguïté et significatif. Chaque roquette qui a brûlé dans ces tunnels pendant 4 heures est une roquette qui ne sera pas tirée contre une base américaine dans la région. Chaque composant de missile parti en combustion dans cette cascade est un missile qui ne sera pas remis à une force par procuration. Chaque obus d'artillerie qui a détonné dans cet enfer souterrain est un obus qui ne sera pas chargé dans un lanceur pointé vers une position alliée. L'ampleur de cette dégradation conventionnelle est énorme, et les effets sur les réseaux de supplétifs iraniens dans toute la région sont réels et immédiats. La chaîne d'approvisionnement des supplétifs de l'Iran, le réseau par lequel Téhéran fournit depuis des années au Hezbollah et à d'autres forces régionales les armes dont elles ont besoin pour projeter l'influence iranienne, a subi cette nuit-là un coup catastrophique. L'ampleur de la destruction, mesurée par la durée et l'intensité de ces explosions secondaires, représente une perte qui ne peut pas être remplacée rapidement ni à faible coût. Il s'agit d'un résultat militaire réel, tangible, lourd de conséquences, et il ne faut pas le minimiser. Aucun rédacteur de discours ne peut faire disparaître ces explosions par simple rotation de vocabulaire, même si certains tenteront encore leur chance. Deuxièmement, la doctrine de la forteresse souterraine, tout le cadre stratégique que l'Iran avait bâti au fil des années et à coups de milliards de dollars, a été brisé. Le principe fondamental de cette doctrine était que si l'Iran allait assez profond, s'il durcissait assez ses bunkers, s'il renforçait assez ses tunnels, il serait en sécurité. Il serait hors de portée de la puissance militaire conventionnelle. Il s'achèterait une immunité par la profondeur. La frappe sur Ispahan a prouvé que cette prémisse était fausse. Avec suffisamment de munitions anti-bunker, avec un renseignement assez précis sur l'agencement du réseau souterrain, avec le bon séquencement des frappes pour créer l'effet de cascade, nulle part n'est assez profond. La brochure de l'invulnérabilité souterraine n'a pas survécu au test en conditions réelles. La doctrine de profondeur stratégique par durcissement souterrain, que d'autres acteurs régionaux observaient de près, et que, dans certains cas, ils essayaient de reproduire, s'est révélée fondamentalement vulnérable d'une manière qui change les calculs de planification militaire dans l'ensemble de la région. Mais il y a un troisième élément au bilan, et c'est celui qui résiste à toute conclusion satisfaisante. On peut bombarder un tunnel, on peut faire s'effondrer une installation, on peut détruire un stock de munitions et faire reculer de plusieurs années un programme de missiles. Ce qu'aucun nombre de bombes anti-bunker ne peut détruire, c'est la mémoire des centaines de scientifiques, d'ingénieurs, de métallurgistes et de techniciens du nucléaire qui savent construire une centrifugeuse, qui connaissent le processus d'enrichissement du début à la fin, qui ont passé leur carrière à développer le savoir technique qui se trouve dans des esprits humains, pas dans des tunnels souterrains. Les bombes anti-bunker peuvent faire s'effondrer la roche, mais elles ne peuvent toujours pas bombarder un doctorat hors de la tête de quelqu'un. L'infrastructure intellectuelle d'un programme nucléaire n'est pas stockée dans un bunker. Elle ne part pas en combustion dans une cascade. Elle n'apparaît pas sur les images satellites comme une entrée de tunnel remblayée. L'expertise que l'Iran a accumulée au cours de décennies de programmes nucléaires,
Les gens, le savoir, la mémoire institutionnelle est aussi présente le lendemain de la frappe sur Ispahan qu'elle l'était la veille. Et cette expertise, si on lui laisse le temps, les ressources et la volonté politique de redémarrer, peut reconstruire ce qui a été détruit. Le stock physique a disparu ou a été enterré. La capacité d'en créer un autre un jour n'a pas disparu. Le ciel au-dessus d'Ispahan a fini par cesser de brûler. Quelque part dans les premières heures du 31 mars, la dernière des explosions secondaires a finalement cessé. Et la lueur orange qui avait défini la nuit s'est estompée dans le gris de l'avant-aube. Mais la réaction en chaîne stratégique déclenchée par ces 4 heures est loin d'être terminée. Le monde vit désormais dans une réalité où la frontière entre une frappe militaire conventionnelle et une opération de neutralisation nucléaire s'est brouillée jusqu'à devenir une seule boule de feu de 4 heures, où profondément enterré et plutôt en sécurité, tient lieu de cadre opérationnel de contrôle des armements pour un stock de 440 kg d'uranium enrichi. Où l'AIEA, l'institution que le monde a désignée comme son chien de garde nucléaire, ne peut pas voir la matière qu'elle était censée suivre parce que cette matière se trouve maintenant sous des milliers de tonnes de roches effondrées dans une zone de combat. Et malgré cela, quelque part, quelqu'un essayera encore de vendre tout cela comme une réussite propre, nette et entièrement maîtrisée. Il y a aussi une dimension régionale à cela qu'il est impossible d'ignorer. D'autres acteurs au Moyen-Orient, des gouvernements qui entretiennent leurs propres relations complexes à la fois avec l'Iran et avec les États-Unis, regardent ce qui s'est passé à Ispahan et en tirent leurs propres conclusions. La leçon ne porte pas seulement sur l'Iran, elle porte sur ce qui est possible. Elle porte sur ce que les États-Unis sont prêts à faire lorsque la diplomatie échoue et que l'horloge arrive au bout. Et elle porte sur la question de savoir si le modèle de forteresse souterraine que l'Iran a inauguré, que d'autres acteurs étatiques et non étatiques étudient et, dans certains cas, commencent à reproduire, peut réellement offrir la garantie de sécurité qu'il promettait. La réponse après le 30 mars est clairement non. Et cette prise de conscience résonne dans chaque ministère de la Défense, chaque bureau de planification militaire, chaque commandement stratégique qui avait intégré le modèle souterrain iranien à ses propres calculs. La réaction en chaîne d'Ispahan n'a pas seulement changé la posture militaire de l'Iran, elle a changé les calculs de tout le monde. Entre-temps, la question de ce qui vient ensuite sur le plan diplomatique n'est pas réglée non plus. Les pourparlers d'Islamabad se sont effondrés. L'exigence d'enrichissement zéro n'a pas été satisfaite. Le stock a été enterré plutôt que retiré sous supervision internationale. Aucune de ces tensions sous-jacentes n'a été résolue par la frappe. Si quoi que ce soit, elles se sont compliquées, parce qu'il y a maintenant une action militaire superposée à une impasse diplomatique, ce qui tend à durcir les positions plutôt qu'à les assouplir. Le gouvernement iranien, quelle que soit son évaluation privée des dommages militaires, ne peut pas être vu publiquement comme capitulant au lendemain d'une frappe. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la survie politique en Iran. La posture publique sera donc la défiance. Le récit intérieur sera celui de la résistance. Le chemin vers un quelconque cadre négocié devient plus long et plus difficile, même si l'horloge stratégique du programme nucléaire iranien a été repoussée d'une quantité indéfinie. L'humiliation a tendance à réduire l'espace de négociation, peu importe à quel point les microphones sont maniés triomphalement par la suite. Les questions que laisse ouverte la réaction en chaîne d'Ispahan ne sont pas de petites questions. Ce sont les questions qui définiront la trajectoire de ce conflit et, dans un sens plus large, l'intégrité de l'architecture mondiale de non-prolifération nucléaire pour les années à venir. L'uranium a-t-il vraiment disparu, enfermé si profondément et si complètement qu'il a effectivement cessé d'exister comme variable stratégique? Ou bien attend-il, attendant que la situation militaire change, attendant que la pression politique s'allège, attendant une pelle, une foreuse et la patience nécessaire pour redescendre jusqu'à lui? C'est la question que posent les analystes. C'est la question que pose l'AIEA. C'est la question qui n'a pas encore de réponse parce que cette réponse dépend de choses qui sont encore en train de se produire maintenant même dans les gravats et le silence sous le sol désertique d'Ispahan. La réaction en chaîne a commencé le 30 mars. Elle ne s'est pas arrêtée. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.